Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Choupex et je suis pas tant ravi que ça de vous retrouver pour cette critique analyse du chapitre 1089, tout simplement parce que j'ai pas aimé le chapitre, je vais pas y aller par quatre chemins, j'ai trouvé que dans le chapitre il y avait un tiers du chapitre avec des pages qui pouvaient être résumées en une, donc on a perdu un tiers du chapitre, j'ai compté, il y a au moins 5 pages que je trouve inutiles dans le chapitre, ou du moins inutiles dans la manière qu'a eu Oda de la mettre en page, de mettre en place ces trucs. Vraiment, moi, le fait de savoir qu'à Keletrav, ils vont plus pouvoir courir sur la plage ou qu'à Fuchsia, c'est pas une journée pour aller pêcher. J'en ai rien à foutre. La retrouvaille avec les Mugi est ratée, j'ai trouvé, étant donné que, moi, excuse-moi Oda, mais m'ellipsé des combats de fous comme Lucci Luffy contre un Séraphin de Mihawk ou Kaku Zoro contre un autre Séraphin, et j'en passe, etc., etc., etc. Ça me saoule, tout ça pour essayer de nous faire un effet comique en mode oui, je suis York et je vous parle, les doyens, je suis totalement confiant. Non, mais vous croyez qu'avec les Séraphins, je risque grand-chose? À l'aide, ce sont des psychopathes! Voilà, ce chapitre m'a saoulé, j'ai pas aimé, néanmoins ça n'empêche qu'il y a des choses dont on va pouvoir discuter, par exemple l'attaque de Leloucha, action-conséquence, géopolitique, j'en ai parlé souvent et tout n'est pas à jeter, mais clairement c'est pas un bon chapitre pour moi, et assez surprenant en fait, parce que, mais comme quoi, c'est ce que je vous dis toujours, One Piece n'est pas parfait, moi de mon point de vue, avis personnel, je trouve vraiment que l'arc Egghead était génial, et que c'est le premier chapitre de tout l'arc Egghead où je suis en mode, je me suis fait chier. Et en plus, j'ai eu l'impression qu'on se fout de ma gueule, donc c'était vraiment pas fou. N'hésitez pas à me dire si vous avez eu un peu cette sensation, mais je vous dis vraiment le fait à la fin. J'ai lu le chapitre une première fois, j'ai fait la réaction live. Je me suis dit, attends, mais je peux pas sortir une réaction live comme ça, j'ai aucune réaction en fait. J'ai lu un chapitre en me disant, ok, ouais. Et en fait, en le relisant, du coup, en le relisant, tu vois, tout ce qui est Leloucha et tout, les idées, tout ça, la critique est venue en tête, donc on a de quoi faire une critique, mais j'ai encore plus ressenti ce foutage de gueule de. Ah ouais, ok, Oda, tu m'as pris 5 pages pour mettre des trucs que tu aurais pu mettre en une page avec un narrateur correctement. Enfin, bref, les amis, si vous avez aimé, tant mieux pour vous. Mais moi, c'est vrai que j'ai pas aimé ce chapitre. Commençons cette critique par parler tout simplement de Makino. Je vais casser le délire tout de suite. C'est le papa de l'enfant de Makino n'est pas Sabo. Vous êtes très chelou si vous pensez ça. Pourquoi? Première chose déjà, Sabo est plus jeune qu'elle. Alors, je n'ai rien contre la différence d'âge dans les relations amoureuses. Vous aimez qui vous voulez, âge ou pas. Comme dirait Mbappé, tu me parles pas d'âge. Non, chelou dit comme ça. Mais si vous respectez la loi et que vous respectez les trucs, que vous faites de mal à personne et que vous êtes heureux, consentant et épanoui, faites l'amour, pas la guerre. Néanmoins, moi le plus gros souci, c'est surtout que Makino, faudrait pas avoir oublié. D'ailleurs, dans cette page, il y a aussi Dadan, qui va être une parfait écho aussi. Sabo, Luffy et Ace ont été éduqués par une maman adoptive qui est Makino et Dadan qui est une grand-mère adoptive. Ça serait bon de ne pas le rappeler. Regardez vite fait le flashback du Mont Corvo. Souvent, ils appellent Dadan grand-mère, c'est la grand-mère. Et d'ailleurs, elle a une émotion pour ces trois-là qui est digne d'une grand-mère. On se rappelle qu'elle a pété la gueule à Garp quand elle a perdu son petit-fils Ace. On se rappelle des pleurs de Makino aussi. On se rappelle aussi des pleurs de Makino quand elle croit que Sabo est mort. C'est des pleurs d'une maman. Et c'est d'ailleurs pourquoi on peut penser que c'est pas le papa aussi Sabo, tout simplement parce qu'elle appelle son fils le grand frère Luffy. Si c'était Sabo le papa, elle dirait oncle Luffy. Voilà, donc je vous casse tout de suite votre délire bizarre de Makino Sabo. Si vous voulez ship des personnages, Sabo, bon, c'est assez évident que c'est avec Koala, non? Non, je sais pas, il vous faut peut-être plus de... C'est vrai que Non, mais c'est vrai que Oda fait pas trop de romance, et même il a soi-disant... Enfin, c'est pas soi-disant, il a dit qu'il allait pas mettre de romance dans l'équipage, mais bon... Faut pas être aveugle, faut vraiment être aveugle pour pas voir que Luffy et Nami ont une relation particulière. Faut être aveugle pour pas voir que Sabo Koala a une relation particulière. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. Donc assez cool en fait de voir, d'ailleurs assez cool ce petit côté, le bébé de Makino arrête de pleurer une fois qu'il voit Luffy sur le journal, ça nous donne un peu ce côté, Luffy voilà, c'est Nika, c'est le dieu soleil, c'est Joy Boy, l'homme heureux en traduction littérale, et voilà, le petit enfant, le tout petit bout de chou, il ne pleure plus en voyant Luffy, c'est assez cool.
On peut voir aussi que Dadan, en plus d'avoir de l'émission sur Luffy, parce qu'elle se demande mais qu'est-ce que tu fais Luffy à attaquer Egghead, à attaquer l'île scientifique du gouvernement mondial, mais qu'est-ce que branle mon petit-fils? En plus de ça, forcément elle est inquiète pour Garp, parce que Garp, concrètement on ne sait pas s'il est vivant ou mort. Alors dans la critique analyse, allez la voir du 1088 si vous l'avez pas vu, je vous dis que je pense qu'il y a de fortes chances pour qu'il soit pas mort, et je vous explique pourquoi avec les 3 plus fortes hypothèses qui puissent arriver à Garp. Mais dans les faits, on a aussi ce côté naïf. On en reparlera avec York. C'est le maire du village qui dit tout simplement un truc du genre il faut pas s'inquiéter, Garp c'est une légende vivante. Si en fait, légende vivante ou pas, que tu sois une légende ou pas, tu peux mourir en fait. Ça va pas changer grand chose. Barbe Blanche c'était une légende vivante côté pirate et il s'est fait tuer. Voilà. Non, pas très rassurant. Puis en plus, quand on prend le chapitre 1088 avec tout simplement Garp lui-même qui dit c'est à la vieillesse de se sacrifier pour la jeunesse et que son code à lui c'est dans ce sens-là. Je vais pas te mentir. Je vais pas te mentir, mais y a pas, voilà. Et d'ailleurs, en plus, ce qui est rigolo de voir, c'est que le bébé de Makino rigole de la connerie que nous sort le maire. En mort, tu dis de la merde, le vieux, c'est pas parce que c'est une légende vivante qu'il peut pas mourir. Et derrière, parce qu'il se retourne en mode, mais tu crois qu'il y a quelque chose de drôle? Parce qu'en fait, il est tendu, il voudrait pas que Garp meure aussi. Bon, il se met à pleurer, enfin bref. Page assez cool. Ça, c'est une page, voilà, c'est pas grand chose, mais ça reste cool de voir ce qui se passe à Fuchsia, de voir ce qui se passe ailleurs, de voir les réactions des persos. Pourquoi pas? Ça fait pas partie des pages que j'ai trouvées en trop et vides. La page 2 par exemple avec East Blue, il y a un séisme à Nocturne, il y a un South Blue, il y a un tsunami. Ça par exemple, t'aurais pu me le Voilà, tu me le mets dans des petites bulles, narrateur beaucoup moins gros, machin, t'as pas besoin de me mettre Wano à me montrer qu'il y a du vent, je m'en bats les couilles, tu me mets ça en plus petit, Oda, ça me va très bien, tu me mets les vice-amiraux, les 9 vice-amiraux pareil, tu me mets en plus petit dans une seule même page, hop, on sauve 4 pages pour mettre des flashbacks ou des trucs, bon bref, on y reviendra plus tard. La page qui nous intéresse le plus, forcément, l'impact de Mother Flame sur Lulusia et ce que ça a vraiment fait dans le monde entier, c'est assez impressionnant. Toute action a une conséquence, je vous l'ai dit plein de fois, de ne pas oublier que dans One Piece, ce qui se passe a forcément des conséquences ailleurs que à l'endroit T, quoi. C'est-à-dire que, bon, le meilleur exemple, c'est tout simplement, tu vois, j'ai l'accent du sud, Shantan, les cigales qui ressort, mais le meilleur exemple, c'est tout simplement Marineford. Quand Barbe Blanche meurt, ça a des conséquences énormes dans le monde entier parce que tout simplement Barbe Blanche prenait soin en ayant mis dans son territoire d'îles, etc. Mais c'est vrai que Lulusia, je pensais que acte conséquence c'était tout simplement direct, c'est-à-dire acte, attaque, boum, conséquence, annihilation de Lulusia. Là, on est sur quelque chose d'autre. C'est qu'on se rend compte que l'annihilation de Lulusia, c'est pire que ça. C'est que... Enfin, si, c'est une annihilation. C'est-à-dire qu'il n'y a plus une seule trace de Lulusia. Petit message aux bandeurs de mort dans One Piece. Ça vous satisfait ou pas, là? Hein? Parce que là, il y a toute une île avec des milliers de vies, qu'elles soient animales ou humaines, qui sont morts, désintégrées. Ils n'existent plus. Ça vous satisfait ou il faut que vous cassiez les couilles encore avec vos morts longtemps? Non, ça c'est mon petit côté parce que vous me cassez les couilles, les gens qui disent qu'il n'y a pas de mort dans One Piece. Je tiens à rappeler que Lulusia c'est des milliers de morts. Wano Kuni c'est pareil, c'est juste que vous savez pas faire bien fonctionner votre cerveau, votre imagination en fait. Si on vous ne les dessine pas, ça va pas. Assez flagrant, quoi. Enfin c'est assez impressionnant, quoi. Sachant que la plastique, tout simplement ce trou sans fond qui s'effondre sur lui-même. Ça nous fait penser à Enies Lobby. Je vais calmer tout de suite les gens qui pensent qu'Enies Lobby c'est Mother Flame qui a fait ça. Non et non. Mother Flame est une création de Vegapunk, on le verra plus tard dans la discussion de York et le gouvernement mondial. Par contre, Enies Lobby, je veux bien accepter l'hypothèse, j'y ai pensé d'ailleurs, j'y avais pensé aussi, que possiblement ça soit l'ancienne position de God Valley et qu'elle ait été implosée par une arme antique. Et oui, pourquoi je vous parle de ça? On va faire des références à Enies Lobby, faites fonctionner votre mémoire. C'est parti les amis, souvenez-vous Enies Lobby, qu'est-ce qu'a brûlé Franky?
Et non, il n'a pas brûlé une arme antique comme j'ai pu le voir. J'ai vu, c'est un nombre, c'est fou, le nombre de personnes qui pensent que Franky a brûlé les plans d'une arme antique. Non, 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 non. Franky a brûlé les plans d'un bateau fait et construit, des plans dessinés par des experts navals de Water 7 qui était censé contrer une arme antique. Et cette arme antique, vous le savez, c'est Pluton. Voilà. Donc ce qu'on peut imaginer, vu les dégâts qu'a fait Mother Flame, c'est que si Enies Lobby, Mother Flame n'existait pas, et si Enies Lobby, dans la théorie, c'est l'ancienne God Valley qui aurait été détruite, donc disparue par la même manière, on peut imaginer que c'est tout simplement une arme antique qui aurait fait ça. Uranus. Ça je dis rien, on est dans la pure théorie. Mais moi j'aime bien l'hypothèse, de comme Pluton, les ingénieurs navals ont créé un bateau capable d'affronter Pluton, et bien Im aurait demandé à Vegapunk etc. de fabriquer une arme Mother Flame capable de contrer Uranus, sachant que si on part du principe que Im connaît Lily, qu'elle était là il y a 800 ans au siècle oublié etc. et elle a donc vécu il y a 40 ans l'implosion de God Valley, elle a donc vécu ça, elle a donc peut-être vécu le combat, et elle a peut-être vécu, si c'est le cas, le combat du gouvernement mondial, de la fondation du gouvernement mondial avec la réunion des royaumes contre le siècle oublié, les dits, etc. Peut-être qu'elle sait les dégâts que font une arme antique et qu'il y a peut-être une raison pour laquelle à Enies Lobby, ça voulait absolument récupérer les plans de ce navire de guerre, que Mother Flame a été créé, etc. Bien sûr, on est dans la pure critique, dans la pure théorie de ce que je vous dis là, mais j'essaye d'être rationnel. Ceux que j'ai vu dire oui, c'est comme Enies Lobby, ça veut dire qu'Enies Lobby c'est Mother Flame, impossible. Vegapunk n'était pas là et Mother Flame est une création de Vegapunk, c'est une arme de Vegapunk, on le sait. Donc voilà, donc ça ne peut pas être ça, mais qu'est-ce qui pourrait faire autant de dégâts si Enies Lobby n'est pas naturel? Parce qu'en vrai, moi je pense que la ressemblance est trop flagrante pour que ça soit pour qu'Enies Lobby soit naturel, mais en réalité on ne sait pas s'il faut Enies Lobby, c'est vraiment un trou naturel dans le monde de One Piece. Après tout, il y a des îles qui flottent dans les airs les gars, donc hein, on ne sait pas. Mais je pense que si Oda nous fait une plastique comme ça après l'attaque de Mother Flame, c'est tout simplement pour nous faire un écho à Enies Lobby, et que forcément, comme tout lecteur avec un peu de mémoire, on soit tous en mode oh putain ok, Enies Lobby c'est passé à une chose similaire. Donc voilà mon avis sur ça, je trouve que c'est intéressant, ça ouvre la porte forcément à tout cet aspect. S'il y a une guerre finale et que les armatiques sont mis à contribuer, et bien forcément, si le gouvernement mondial et Im veut pouvoir contrer la réunion des trois armatiques, il lui faut forcément des moyens, et on sait que par exemple Pluton n'est plus contrable vu que les plans ont été brûlés par Franky. On sait que Poséidon, alors ça Poséidon c'est plus particulier parce que c'est Shirahoshi, le fait de contrôler les monstres, les rois des mers, soyons directs, dans un monde où qui n'est constitué presque que pas de continents mais d'îles, à part Redline qui était on peut dire un continent en soi, donc Redline, mais sinon c'est que des îles, des océans et des mers. Bon, contrôler les rois des mers c'est assez balèze, on va se le dire, comme arme antique. Donc voilà, à voir comment il pourrait contrer ça, et Mother Flame qui contrerait Uranus, on va s'imaginer ça. On continue, bon, la page d'après c'est ce que je vous disais, qu'est-ce qu'on en a à foutre de savoir qu'à Codetrave, tu vas me dire que Oda ne pouvait pas condenser tout ça, toutes ces merdes, dans une seule petite case et dans une seule même page, enfin bref, je vais arrêter de râler sur ça. Voilà, pareil, une page qui sert à rien, bon, nous rappeler les forces de la marine et tout, le fait que les robots monstres marins s'attaquent à la marine, bon... Ça, laisse-le à l'animé, s'il te plaît, Oda. Perds pas des pages pour nous rappeler tout ça. Moi, je suis désolé, j'ai un peu de mémoire. Alors, encore qui rappelle les faits, pourquoi pas? Parce que moi, j'ai de la mémoire, je m'en souviens. Peut-être que certains d'entre vous avaient oublié. Mais dans l'idée, je m'en fous, quoi. Je trouve qu'on perd une page. Derrière, pareil, on perd une page à nous montrer en gros plan les vice-amiraux. Ok, super. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Soyons honnêtes. Derrière, bon, là, voilà, c'était un peu pour aller, mais parce que je vous dis, j'ai vraiment pas aimé le chapitre, j'ai vraiment eu l'impression qu'on se fout de ma gueule, donc c'est pas cool, c'est pas cool.
En plus derrière, en plus des pages que je trouve qui sert à rien, il nous met un truc qui est trop cool, que j'attendais de voir depuis un moment et que je trouve super alors que je pensais en avoir rien à foutre. C'est juste ce petit flashback, cette petite case avec Sentomaru beaucoup plus jeune, Vegapunk plus jeune et Kizaru plus jeune avec le fruit de la lumière, le fait que on sait que c'est du coup pendant le moment où Vegapunk devait peut-être commencer à vouloir étudier son fruit ou quoi. Putain, mais ça m'intéresse. Même un petit flashback pour ça, et plein aurait dit... et je peux comprendre, plein aurait dit ouais, on s'en fout un peu d'avoir un flashback sur Kizaru et Sentomaru. Ben moi j'aurais préféré au lieu d'avoir 5 pages qui auraient pu être tout compacté dans une et avoir 4 pages libres de faire des trucs, j'aurais préféré qu'ils me prennent une page pour me faire un beau flashback à Kizaru et à Sentomaru. Surtout que là c'est un peu triste, non, parce que c'est son choix, mais on voit que Kizaru sait et assume complètement le fait que, on va reparler de Garp encore, mais Garp, souvenez-vous, il a pas voulu être amiral pour être à la botte du gouvernement mondial et tout. Là, c'est un écho que nous fait Kizaru, où il dit, ben voilà, moi je suis un rouage dans la machine, je fais ce qu'on me dit de faire, tu sais, moi je suis directement sous les ordres des doyens du gouvernement mondial, désolé désolé Sentomaru, mais là je rigole pas, il y a eu des découvertes de fait sur les sacs oubliés, tu sais comment ça marche, tu sais comment ça fonctionne, je dois faire mon taf et je dois exécuter ces mecs. C'est assez touchant quoi, parce qu'on voit que bah voilà, il est résigné, contrairement à Garp qui a refusé ce prestige d'être amiral. Kizaru l'a pas refusé, mais du coup bah il est bloqué quoi. D'ailleurs, assez cool de voir que Kizaru est complètement mais chill. Moi, c'est un truc que j'adore avec Kizaru, c'est pour ça que j'adorais avec les amiraux, c'est que les amiraux, ça a toujours été ça. Ça a toujours été des combattants ou des mecs ou des meufs. On n'a pas eu de amiral meuf, non, on n'en a pas eu. Oda, bizarre, sexiste. Non, je déconne. Calme, la commu, calme, je rigole. Non mais ils sont trop calmes les amiraux, mais en même temps il y a une raison, c'est qu'ils sont tellement balèzes. Dans l'univers de One Piece, les amiraux c'est des forces, mais... Et le pire c'est qu'en plus vous les sous-cotez, c'est que la plupart de la communauté bruyante qui suit One Piece sur les réseaux ou quoi, sous-cote à mort les amiraux. Mais en fait c'est trop bien, c'est que les amiraux ils ont totalement cette attitude. Fujitora, Ryukugyu, Akainu, Feu à Aokiji à l'époque où il était amiral, etc. Ils sont chill, mais ils ont pas de raison d'aboyer comme un chihuahua, d'être véhément ou quoi, non. Ils sont tellement forts, et on le sait, la force tranquille c'est ce qu'il y a de plus dangereux les gars. Bon, assez cool d'ailleurs cette discussion entre Kizaru et Sentomaru où en fait, bah, tout simplement, il dit, écoute, mec, en plus on peut pas vraiment se combattre parce que c'est chiant, parce que les Mark III avec lesquels tu te protèges et les monstres marins électroniques avec qui tu protèges l'île, bon frérot, c'est un peu les armes qu'on aimerait utiliser pour plus tard et tout, les séraphins qui sont sur les ordres de York et tout, on y reviendra, etc. Bon, bref, c'est chiant. D'ailleurs, voilà, nous ça nous intéresse pas trop, ça serait des pertes pour nous. Par contre, voilà, on suppose que Lucci il a raté sa mission. Sentomaru qui lui dit bah écoute mon frérot, hein, tonton, il y a un peu le chapeau de paille sur l'île, hein, donc c'est cool d'envoyer Lucci, le CP, des agents et tout pour assassiner Vegapunk, mais en plus de moi, les Mark III et les monstres marins robotiques. Et en plus, il y a l'équipage d'un empereur là. Bon, autant te dire que ça risquait pas trop de fonctionner. Je l'ai un peu lu comme ça. Derrière, on retourne sur Saturne. Pas trop compris ce côté. Je ne veux pas qu'on sache que je suis ici. Si tu veux pas qu'on sache que t'es ici, pourquoi tu te déplaces? Tu te mets en danger. En plus, bon, t'aurais pu donner tes ordres par Denden Mushi comme vont faire et comme vont discuter les autres doyens avec York. Donc un peu con, je trouve. À moins qu'ils veuillent essayer de rencontrer quelqu'un le capturant. Possiblement Luffy, Nika. Peut-être, je ne sais pas, peut-être, ou juste parler avec un empereur, peut-être. On rappelle que les doyens ont quand même eu une discussion avec Shanks, alors on sait que Shanks Figureland est donc son papa un chevalier divin, donc par extension un dragon céleste. On suppose que c'est pour ça ce privilège, on suppose que c'est pour ça le privilège de Marineford aussi, d'arrêter la guerre. Néanmoins, peut-être que c'est ça. Va savoir, très bizarre. J'ai pas trop aimé d'ailleurs ce côté. J'ai pas trop aimé ce côté un peu. Il y a un peu un côté pas logique, c'est-à-dire que alors Saturne va être une pourriture comme Akainu Aohara, souvenez-vous, vice-amiral à l'époque Akainu avait fait exécuter et fait exploser le bateau des survivants et des civils et
des civils qui avaient survécu et qui évacué Ohara. Là on est sur la même chose, Saturne qui dit tuez tous les scientifiques qui sont partis d'Egged parce que si ils ont peut-être pu apprendre des choses, ok super, mais alors pourquoi 2 secondes après, quand on te parle de Bonnie qui est sur l'île, qui est possiblement avec Vegapunk, qui a possiblement appris elle aussi les mêmes choses, pourquoi tu la laisses partir? Ça n'a aucun putain de sens, ça a aucune... Vraiment, en fait, je vous jure, ce chapitre me bande, en fait, il m'énerve ce chapitre, parce qu'il y a des incohérences, des pages que je trouve inutiles, des trucs qui ont été ellipsés, que je trouve ça honteux, vraiment. Enfin, bref, ça m'en fout. Je trouve que... Enfin, dites-moi dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord, mais comment c'est possible? Comment il peut se dire, attends, les mecs et tout, ils ont été sur Egged et tous les scientifiques, exécutez-les parce qu'ils ont possiblement appris un truc. Ok, tu sais que Bonnie, ça fait déjà un jour que tu sièges, il s'est passé une journée entière, ça fait déjà un jour qu'ils sont sur Egged et tout. Elle est avec Luffy, les Vegapunk et tout, qui est en train d'essayer de se protéger d'une tentative d'assassinat que tu as fourmenté, et tu crois qu'il va rien leur dire? Tu crois qu'ils vont pas en parler? Tu crois qu'il va pas dire pourquoi il pense qu'on va chercher à l'assassiner? Ça n'a pas de sens, ça m'énerve. Bon, derrière, discussion tout simplement entre les 4 doyens restés à Marijois. Saturne et Kizaru sont à l'écoute, et York, c'est le moment. Assez cool, j'aime bien le concept. Pourquoi pas Oda de nous faire passer York pour quelqu'un qui est toujours en train de gérer la situation, qui n'a toujours pas été capturé par les Mugiwara, qui va nous donner une échelle de temporalité en nous disant que ça fait une nuit qu'avec les Séraphins, elle est avec les Séraphins, qu'elle a passé la nuit. Ça nous fait comprendre qu'il s'est donc passé une journée. Pourquoi pas? Moi j'ai pas de souci avec ça, mais encore une fois, on va parler de naïveté comme avec le maire du village. Bordel de merde, York! Allô, s'il te plaît, ils viennent de tenter de t'assassiner toi et les autres Vegapunk parce que tu es Vegapunk, que tu le veuilles ou non. Et ça fait écho à ce que je vous disais il y a quelques critiques et quelques chapitres quand les gens disaient oui, ce ne sont pas Vegapunk, c'est York. Non. Et merci Oda de le confirmer parce que je trouvais ça ahurissant les gens qui vous disaient non, mais ce ne sont pas Vegapunk c'est que lui. Non, c'est des Vegapunk à part entière. C'est des extensions de Vegapunk, que vous le vouliez ou non, voilà. Même d'ailleurs le gouvernement mondial et Oda par le papier et par le fait de l'écrire et de le dessiner nous le confirment, merci. Peut-être que ça va rentrer dans quelques caboches. Bon voilà, donc assez cool, on voit que York est complètement naïf parce qu'il continue de lui confirmer que si, il y a des raisons de le tuer, qu'elle sait, forcément vu qu'elle a un lien avec Punk Record, elle aussi, elle sait ce qui s'est passé au siècle oublié, malgré le fait qu'elle veuille devenir un dragon céleste et tout, machin. Alors très bizarre parce que du coup, forcément ils veulent un nouveau Mother Flame. Elle dit, oui, j'ai les capacités d'en faire un sur Egged, tout ça, donc ça fait, alors ça attention, on va être très net quand on voit ce qu'a fait Mother Flame sur Lulusia, ce que ça a eu comme conséquence écologique, conséquence sur la vie des gens qui étaient sur Lulusia, sur la nature, dans le monde. C'est très clairement une référence. On est dans un arc où Vegapunk ressemble à Einstein. La bombe nucléaire, on n'a pas besoin d'aller à droite, à gauche, c'est flagrant comme Crésus, c'est pas ça l'expression mais vous m'avez compris, c'est flagrant comme tout. Oda est en train de nous faire une très grosse métaphore et une très grosse référence à la bombe nucléaire, à Einstein, etc. Tout simplement le fait, ils veulent une deuxième bombe nucléaire, une deuxième Mother Flame. Voilà, bon. Elle dit tout simplement qu'elle est en capacité, ça c'est intéressant, mais le truc c'est que on va voir derrière que elle va demander des revendications, tout simplement qu'ils tiennent leurs promesses, qu'elle devienne une dragon céleste, qu'on touche pas à son labo, mais que voilà, qu'il y a un accord, si elle peut, elle a ce qu'il faut, pour leur faire un deuxième Mother Flame, mais voilà, vous me tuez pas, machin et tout. Bon super, mais t'es naïf de fou, voilà, moi je trouve que là York est naïf de fou. Assez cool parce que du coup ça lui donne quand même une fond de caractère, c'est de se dire ok, York elle est maline, elle est intelligente, elle est sournoise, elle est machin, mais elle est aussi naïve, donc pourquoi pas. Et pour finir, la dernière double page avec tout simplement en fait la révélation que ok très bien, je suis d'accord pour passer cet accord avec vous, je suis d'accord pour vous faire un deuxième Mother Flame, je suis d'accord si vous me faites de moi un dragon céleste, si vous touchez pas à mon labo et tout, si voilà on passe un accord. Mais en fait il s'avère que l'empereur Luffy au chapeau de paille, il est là,
et va me tuer. C'est des psychopathes. À l'aide. On voit d'ailleurs dans la dessinée que les doyens Saturne, Kizaru sont en mode bordel de merde, mais qu'est-ce que c'est que cette merde, qu'est-ce qui se passe et tout. Et encore une fois, là je ne suis pas content avec cette double page. La plastique est grave cool, mais où est Robin? Bonnie est là, ok, elle est revenue des mémoires de son père, elle est tranquille, elle s'est remis, elle bouffe sa pizza. Qu'est-ce que fout Lucci en détente là? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je suis désolé, mais moi, je le redis, c'est un chapitre où j'estime vraiment... C'est cool hein, de nous faire un petit retournement de situation comme ça, c'est cool, c'est pas ça ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que depuis le début de cette critique, je vous dis que je trouve qu'il y a au moins 5 pages de perdu, et au moins dans ces 5 pages, tout aurait pu être regroupé en une seule page. Mais dans les 4 pages du coup qui seraient restantes, qui seraient utilisables, j'aurais préféré que Oda nous mette un flashback en mode... je vous montre que pendant que York parle, avant de nous mettre cette dernière double page, pendant que York parle, Luffy, Lucci contre le Séraphin, les Mugi contre le Séraphin, etc. etc. J'aurais aimé du concret, Bonnie qui sort de la chambre forte et tout, parce que là, s'il veut nous le mettre en place, ça veut dire qu'au prochain chapitre, on va se trapper des flashbacks qui vont être cool, mais qui vont faire perdre des pages, parce qu'il aurait pu les mettre dans ce chapitre. En tout cas, c'est comme ça que je vois la chose. Donc pour le coup, le problème n'est pas cette double page qui termine le chapitre, elle est très stylée. D'ailleurs, assez cool de voir que Nami comprend totalement avec sa réflexion. Je vois enfin, tout devient clair. Elle comprend quelque chose. On voit que finalement les Mugiwara, pour finir pour l'analyse, apprennent beaucoup de choses de tout ça, apprennent beaucoup de choses de Vegapunk, qui va pouvoir lui aussi leur dire qu'est-ce que Mother Flame, parce que c'est quand même ce connard qui a construit cette arme. J'aimerais bien le rappeler quand même, hein, tous ceux qui bandent sur Vegapunk, ne pas oublier que c'est un gros connard. Je ne l'aime pas. On est sur un chapitre que je n'aime pas, avec Vegapunk que je n'aime pas. Je n'aime pas. Je suis énervé, je suis aigri. Non, j'essaie juste d'être objectif et d'être le plus honnête possible dans mes critiques. Hein. Moi, je suis pas là pour. On est là pour la passion, on est là pour partager avec vous, être le plus honnête possible. Ça n'a aucun intérêt de vous mentir. Donc voilà. Donc malgré le fait que la planche soit cool, je trouve que Oda s'est mal organisé. Je trouve qu'il a perdu des pages et je trouve que ça aurait été beaucoup plus cool de ne pas nous ellipser pour possiblement nous les foutre dans le chapitre 1090 en flashback, dont je viens de vous parler, c'est-à-dire les combats des duos improbables contre les séraphins, etc. Voilà, je trouve qu'Oda aurait pu beaucoup mieux gérer ce chapitre. C'est une grosse déception pour moi, ce 1089. J'espère dans tous les cas pour vous que vous aurez apprécié le chapitre et que vous aurez apprécié cette critique analyse. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre avis, à vous abonner en cliquant ici et à regarder la dernière vidéo en cliquant là. Je vous conseille un manga d'ailleurs, donc allez-y, allez voir. Des bisous tout le monde et on se retrouve pour le chapitre 1090 que j'espère sera beaucoup mieux. Bisous tout le monde, ciao.